Une belle déclaration d'amour pour démarrer cette émission. Chanter comme ça, a cappella, hop, hein, j'ai beaucoup d'admiration. Et c'est d'ailleurs ce qui me permet de dire que c'est un peu le ton de votre nouvel album qui vient de sortir chez WEA, Feuille à Feuille. C'est vrai que vous démarrez, d'ailleurs le disque démarre comme ça, sans musique, vous démarrez a cappella et ça donne tout de suite la chair de poule. En tout cas, on est ici pour découvrir aussi l'autre Serge Lama qu'on ne connaît pas forcément. Le Serge Lama qui a eu une enfance pas toujours rose, pas toujours facile. Inès aussi, vous aussi, on va dérouler comme ça au fil des jours votre destin. Vous aussi, l'enfance parfois a été un peu tristoune et je vous propose de démarrer tout de suite avec un album perso, un album photo. Il y a beaucoup de différences et grand écart entre l'enfance Aristo, Inès de la Fressange. Je peux dire votre nom en entier ou pas? Inès... Oui, mais ça va prendre toute l'émission, parce que c'est Inès, Marie, Laetitia, Églantine, Isabelle, de Seigneur de la Fressange. Ça le fait quand même, hein. Mais... ça veut rien dire. Je suis désolée, c'est vrai que c'est facile, mais moi, chaque fois, ça me fait sourire. Je mens un sourire. peu, parce que maintenant, mon nom, c'est D'Urso, puisque j'ai épousé Luigi D'Urso. Oui. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Une enfance aristo, dans un très beau moulin dans la banlieue parisienne. Et bon, parfois, on a l'impression quand même que c'était un peu une cage dorée. Puis ensuite, ce destin incroyable où vous devenez le premier mannequin star. Et puis pour vous, Serge, une enfance quand même pas facile, avec votre père qui était chanteur d'opérette et votre maman, vous vivez seule même dans une petite chambre. On va démarrer avec une photo qu'on a sélectionnée où je crois que vous avez vraiment 5 ans, à mon avis, 5 ou 6 ans, vous êtes en maternelle. Vous avez déjà le sens de la scène, du look. En Chine, ça va plaire à en Chine, visiblement. Serge Lama n'a pas été élevé en Chine. Je sais pas, je m'en souviens de cette photo, oui, oui, c'était une fête de l'école, évidemment, j'imagine, oui. Non, enfin, c'était une enfance un peu vache maigre, oui, parce que mon père voulait chanter, était chanteur, il avait été premier prix de conservatoire de Bordeaux, d'opérette classique, et puis, bon, il a voulu tenter sa chance à Paris, monter à Paris, comme on disait à l'époque, et c'est vrai que là, ça a été un peu difficile. Les contrats ne pleuvaient pas et on a vécu, c'est vrai, à 3, c'est le contraire un peu du destin d'Inès de la Fressange. J'en ai vécu à 3 dans une chambre de 4 mètres carrés, quoi. 4 mètres, il y avait juste la place pour les 2 lits, mon petit lit et le lit de mes parents. Et puis ma mère faisait, je ne vais pas faire pleurer, ça fait un petit peu gervaise, mais c'est vrai que ma mère lavait dans la lessiveuse. Alors évidemment, il ne fallait pas que je me salisse trop, c'était un peu dur, quoi. Bah oui, un peu Cosette, on va en reparler. Cela dit, regardez, Inès aussi savait se déguiser déjà. Vous aussi, vous avez quel âge là? Vous aussi un peu asiatique, un peu chinois. On va essayer de trouver des points communs. Oui, non, là aussi, c'était... En fait, là, c'était vraiment en Chine, c'était à Hong Kong. Et puis, avec ma grande amie Katia, on était en voyage à l'époque pour Chanel. Et puis, il était tard le soir pour avoir cette tête-là. Et les voyages, vous les avez pratiqués déjà dès l'enfance? Je crois qu'avec votre famille, vous alliez toujours soit à Deauville, toute soit petite, à Megève, on m'envoyait en Angleterre dans une pension pour apprendre à parler anglais. J'étais très malheureuse. Je pleurais toutes les larmes de mon corps et j'écrivais à ma grand-mère en lui disant « Je préférais même être avec toi à l'hôtel. » Je sais que vous appréciez donc les hommes élégants, l'élégance en général. Que pensez-vous du look? On l'a entreaperçu rapidement, cette photo de Serge Lama en culotte courte. Moi, j'aime beaucoup, c'est parfait, mais personnellement. alors, justement, ce qui est drôle, c'est que maintenant, on n'habille plus les enfants avec des vêtements en coton, en lin, parce que justement, ça représente trop de travail. Ça vous embête pas, Serge, qu'on vous montre comme ça? Mais non, mais... Non, il y a déjà beaucoup de choses, d'ailleurs, sur cette photo, si on regarde bien. Il y a déjà une grande timidité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est vrai, il y a une espèce de tristesse et quelque chose qui est derrière, si on regarde bien. Alors justement, Serge, on va vous voir avec quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie, même si parfois les relations avec votre maman étaient un peu houleuses. Dans beaucoup d'interviews, vous dites que votre maman était quelqu'un de très autoritaire, un peu dominatrice. Quand vous revoyez cette photo, vous pensez à quoi? Je pense un petit peu... c'est un peu triste parce que c'est ma mère, c'est ma mère et c'est vrai qu'elle a disparu et que malgré tout ce qui s'est passé entre nous, ça a été... Et ce qui s'est passé aussi avec mon père, parce que c'était une femme possessive. Bizarrement, ma mère est tombée amoureuse d'un chanteur, comme une fan, quoi. Et puis après, elle n'a eu de cesse que d'essayer de le faire arrêter de chanter. Parce qu'elle était extrêmement jalouse, possessive. Et puis, quand mon père a arrêté de chanter, beaucoup de sa faute, il faut bien le dire. Il est devenu représentant. Représentant, c'est ça. Il est parti sur son vélo Solex pour vendre de la bière. C'est comme si elle l'avait castré, vous l'avez un peu vengé, alors, votre père? Un peu, oui. On peut dire ça comme ça. Mais elle a essayé aussi sur moi. Après, ça a été plus difficile. C'est-à-dire que j'étais un enfant assez heureux, assez tranquille, assez, comme disaient les Belges, assez taiseux. Je disais pas grand-chose. J'étais très secret. Et puis, à partir du moment où mon père a arrêté de chanter, j'en ai beaucoup voulu à ma mère, c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu rebelle et très difficile à vivre. Et pour vous, Inès, est-ce que vos parents aussi ont eu une influence, à votre avis, marquante sur votre destin, sur votre vocation, sur votre carrière? Là, on vous voit avec votre mère. Quelle relation avec votre mère, qui était une maman un peu distante? Elle vous a eu très jeune.
À l'âge de 20 ans. À 20 ans, juste après avoir eu mon frère. Et alors, en fait, elle n'avait pas eu le temps même de me désirer, ce que je comprends très très bien. Vous avez 9 mois d'écart avec votre... Et alors... Et en fait, elle était, comme vous voyez, très belle. Elle avait voulu être danseuse. Son père lui avait empêché de continuer pour pas que ça lui déforme les jambes. Et son père s'occupait beaucoup d'elle. Je crois que c'est très important de savoir quelle a été l'enfance de vos propres parents. Et puis, je crois qu'elle aurait pu et voulu faire tout un tas de choses. Elle a eu une très belle enfance. Elle était la petite fille du président de la République de Colombie. Ben non, en fait, ça veut rien dire, quoi. Ouais. C'est pas forcément ce qui lui a donné beaucoup de bonheur. Et je crois que très vite, bon, elle a eu ses 2 enfants qui étaient mon frère et moi. Ma grand-mère s'est un peu accaparée des enfants. Et vous viviez, donc on va y revenir dans le courant de l'émission, vous viviez dans 2 appartements séparés. Il y avait vous et puis vos parents. Ouais. Enfin, tout ce que je raconte maintenant, ça paraît très extravagant, mais en fait, quand on est enfant, on trouve les choses normales. Hein. Et eux habitaient dans un appartement, et moi, mon frère et moi, on habitait avec notre nounou qu'on adorait dans un autre appartement. Et c'est sans doute ce qui fait qu'à un moment donné, un petit peu plus tard, Toya, que j'adorais. C'est votre nounou donc qui a beaucoup compté pour toujours vous. D'ailleurs. Et alors, mais c'était pas une chose triste, au contraire. C'était un appartement d'enfants où il y avait des jeux partout. Elle nous fabriquait moi, je me souviens d'ailes faites avec du papier de soie. J'avais 2 petites cordes comme ça, je tirais dessus. Et les ailes bougeaient. C'était extraordinaire, quoi, comme enfant. C'était pas triste de pas être dans le même appartement que ses parents. Restez avec nous, ça continue avec des surprises dans un instant. Vous êtes intrigué? Quel est ce cadeau à votre avis? Comment? Quel est ce cadeau à votre avis? Vous avez l'air intrigué? Je suis intrigué. J'ai une idée, mais ça me paraît impossible. Alors, le dites pas. Celui qui va le dire, c'est un ami de votre père, et c'est aussi l'un de vos amis. Il s'appelle Maurice Vamby, il est avec nous ce soir, et il va nous dévoiler justement quel est ce cadeau qu'on a voulu vous faire. C'est une chanson Maurice Vamby, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez bien connu Georges, le papa de Serge Lama. Vous-même, vous étiez un acteur dans les années 50. Vous avez bien connu cette ambiance. Parce que j'ai des Portugais qui font de la chaise longue. Alors, Je vais bien articuler alors. Vous avez bien connu cette ambiance exceptionnelle du théâtre des Capucines où jouait Georges, le père de Serge Lama. Oui. Dites-nous, avant de nous révéler quel est le cadeau qu'on va faire à la révélation, le cadeau pour Serge Lama, racontez-nous un petit peu cette ambiance et surtout, est-ce que c'est vrai cette anecdote que Serge Lama, quand il se promenait près du théâtre des Capucines avec son père, il avait montré du doigt l'Olympia, il a dit « Un jour, moi aussi, je serai là ». Ah ben, il en rêvait, ça, il en rêvait. Il y a une très bonne photo. Justement, il était adossé aux Capucines et il rêvait. Ça, oui, c'est vrai. Alors oui. Maurice, on a envie de savoir quel est ce cadeau, quelle est cette annonce que vous vouliez faire à Serge Lama. Très important. Il va se passer quelque chose l'année prochaine, en 2003. La mairie de Bordeaux, dans le cadre... Attention, hein, dans le cadre de ton anniversaire, vient de confirmer l'invitation qui t'a été faite pour venir chanter en 2003 à l'Opéra de Bordeaux. À l'Opéra de Bordeaux. Ah ben oui, vous vous en doutiez, c'était ça? J'avais vaguement. Je pense que c'est... Je voudrais... C'est Georges qui avait rêvé de... Ah oui, parce que ça a été une grande blessure pour mon père, voilà. de ne pas... Parce que le Conservatoire de Bordeaux, il est sorti premier prix, et c'était exactement comme le Conservatoire de Paris pour les comédiens, c'est-à-dire que normalement, on rentre à la Comédie Française, et donc normalement, il aurait dû chanter à ce qu'on appelait à ce moment-là le Grand Théâtre de Bordeaux, voilà. Et qui est devenu maintenant l'Opéra. Et je pense que Alain Juppé, à qui j'en avais parlé, avait été un peu ému par cette histoire et m'a dit que lui, il chercherait un moyen de me faire chanter à l'Opéra de Bordeaux. Je pense que ça doit être ça. Vous allez chanter là où votre père a toujours rêvé de chanter. Pas tout à fait fixé, oui. Mais c'est sûr, tu chantes à l'Opéra de Bordeaux. Eh ben, dites donc. Merci beaucoup, Maurice. Je remercie donc encore Michel, qui est très timide, qui n'a pas voulu participer à l'émission, en tout cas venir sur ce plateau. Vous parliez donc de cette date importante 2003, donc on va vous retrouver à Bordeaux et surtout j'en profite pour citer que pour vos 60 ans et vos 40 ans de carrière, on vous retrouve bien sûr au mois de février à Bercy. Ça va être une date le 11 février parce que le hasard de ma vie a fait que j'ai débuté le jour de mon anniversaire et j'ai quasiment aussi réussi, enfin je suis devenu vedette quasiment le 11 février, c'était un 12, donc c'est une date qui a toujours marqué ma vie. C'est un destin, c'est ce qu'on appelle un destin. C'est un destin, voilà. En plus, figurez-vous que les filles qui sont nues dans les revues,
Il y a un monsieur qui est sur le coin des coulisses. Le titilleur. Et qui titille les mamelons des dames. Ah, vous connaissez ça, Et Inès? moi, Comment vous je connaissez voyais ça? ça. Vous faites ça sur les podiums, dans les défilés? Parce Avant de que monter? j'ai rencontré le président d'une grande boîte de tourisme, de publicité et tout. Il m'a dit, moi, j'ai commencé comme titilleur de seins. Oui, 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 j'étais dans les coulisses d'un musical et puis avant que les femmes sortent, et ben mon boulot c'était d'appuyer comme ça pour que hop, Et les filles, elles passent. un boulot incroyable. Frédéric, quand vous voyez cette photo de votre père, vous devez avoir quoi, 17-18 ans, vous le ressemblez beaucoup d'ailleurs sur cette photo. Est-ce que c'est pas un peu écrasant quand même d'avoir Serge Lama comme papa, qui en plus a déclaré souvent à la presse qu'il a mis du temps avant de décider d'avoir des enfants, de fonder une famille? Oh bah non, finalement, bah, c'est un honneur, quelque part. Hein. C'est bon d'avoir un père comme ça, je le vois à la télé. Bon, pour les gens ne comprennent pas. Les gens se disent, tiens, qu'est-ce que ça te fait? Souvent, j'ai la question, souvent on me pose la question, qu'est-ce que ça te fait? Bah, finalement, rien de plus que quelqu'un de normal, entre guillemets. Hein. C'est mon père, et puis voilà, quoi. Il a des exigences non, pas du tout. Non. Et ce métier, alors justement, ce métier que vous exercez aujourd'hui, vous avez choisi, donc effectivement, on comprend bien de ne pas être chanteur. Vous êtes magicien de talent, paraît-il, vous en vivez. Alors racontez-nous un petit peu, je sais pas, vous avez envie de, bah, écoutez, je vais nous montrer justement cette facette de votre métier. J'ai une petite surprise pour toi, je vais te demander de te lever. Oui. On va s'installer juste ici. C'est pas le plus simple pour moi. Avec Inès. Voilà. Inès va aussi participer à l'expérience. Ne faites pas disparaître Inès et Serge. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est un tour qui va se faire avec un jeu de cartes, donc avec des faces toutes différentes. J'ai une carte, cependant, qui n'est pas pareille. Ce sera un souvenir pour toi, papa. D'ailleurs, j'ai demandé de tendre la main, s'il te plaît. Voilà. Et vous l'avez déjà fait, ce tour-là, Serge? Oh non, il m'en a fait beaucoup. C'est une carte qui est dans ma poche. D'ailleurs, il y a ton nom dessus, tu vois? Serge Lama. Alors, cette carte a la particularité d'être blanche, en fait. On va juste la poser ici, d'accord? Inès, vous allez choisir une carte, d'accord? Alors, je fais défiler le jeu comme ceci, vous me dites stop quand vous le désirez. Stop. Ici? Oui. Certaine? Certaine. Très bien. On va regarder la carte donc, sur laquelle vous m'avez arrêté. Il s'agit de l'As de cœur. C'est une très belle carte. C'est une très belle carte, oui, c'est très bien, Inès. Bon, ben on s'arrête là, voilà, c'est fini. Je vais vous demander de faire une signature. Est-ce que vous pouvez juste me faire une signature sur le haut de l'As de Je cœur? vais vous en faire une bien compliquée. Ouais, voilà. Hop. Super. On va poser l'As dessus. Voilà, ne bougez plus. Très bien. Ce serait fou que la carte, là, au contact de ta main, puisse s'imprimer exactement comme celle d'Inès. Vous savez, au bout de 3 jours, on tisse des liens. Ce serait fou, hein. Vous vous souvenez la carte, depuis le début, ici? Ouais. Il s'agit exactement de la même carte. C'est fou, hein. Ah, mais il y avait deux As de cœur. On peut même aller plus loin. Vous vous souvenez, vous avez signé la carte. Oui. On comprend plus Regardez. rien avec Inès, là. Non, mais normalement, il n'y a pas Juste pour le Mais souvenir. il n'y a que des as de cœur dans tout le paquet, ça doit être ça, peut-être. Juste pour le souvenir, Inès. Regarde. Ouais. Une fois, 2 fois, Ouais. attention, 3 fois. La signature est partie de votre carte C'est magique. pour arriver sur la carte. Oh là là, très fort. Bravo, Frédéric. Merci. J'ai rien compris. Vous constaterez que mon fils a du cœur. La vie du papa, vous êtes fiers, hein? Bah oui, je suis très fier. Mais je suis fier sans ça, hein. Je suis fier en général parce qu'il Incroyable, est tellement gentil en plus. Et ben voilà, un grand chanteur et un grand ça veut musicien. dire que la musique mène à la magie. Voilà, mais la musique Voilà. est magique. Mais parce que Merci oui, c'est beaucoup. On pourra le constater d'ailleurs à Bercy. 11 février 2003, prenez date. Ce sera le grand concert anniversaire de Serge Lama. Inès, je rappelle votre actualité, votre livre qui est sorti chez Hachette, Conversation avec Marianne Mérès. Et on se quitte comme d'habitude sur les images de demain, ce que vous allez découvrir, ce qui vous attend demain. Merci encore Frédéric. Vous vous rappelez de ces images? Non, non, c'est la première fois que je les revois. C'est assez émouvant d'ailleurs. L'annonce de votre accident a réveillé d'anciennes douleurs me rapprochant de vous. Ça sera long, dur, douloureux, mais vous verrez, tout passe. 18 mois de plâtre et d'immobilité m'ont appris beaucoup. Entre autres, que je pouvais compter sur des amis connus et inconnus. Courage, espoir, sincèrement, signé Charles Aznavour. Est-ce que la scène vous manque? Ah oui, énormément. C'est ce qui me manque le plus. Oui. J'ai fait ma rentrée à Discorama. On m'a transporté en ambulance, comme on fait toujours, parce que comme j'ai une jambe dans le plâtre, je peux pas me mettre debout, bien sûr. Oui. Et j'ai chanté sur un brancard. C'est les techniciens qui ont tourné avec leur caméra autour de moi. Moi, je n'ai rien fait, j'ai fait que chanter. Au point de vue caractère, si vous voulez, et réaction, qu'est-ce que vous a appris votre accident? Ça m'a simplement fortifié dans ma joie de lutter. J'ai eu beaucoup à lutter.
Et du côté des amis, j'en avais déjà beaucoup avant. J'en ai eu encore plus pendant. Et j'espère les conserver après. À mon avis, dans la vie, il n'y a jamais de catastrophe. Vous vous rappelez de ces images? Non, non, c'est la première fois que je les revois. C'est assez émouvant, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que cet accident vous savez, j'avais une espèce d'ambition sèche, comme toutes les ambitions de gens jeunes qui veulent quelque chose. J'avais les dents un peu qui rayaient le parquet quand j'avais 18, 19, 20 ans. Comme j'étais déjà décalé par rapport à ma génération, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça m'a libéré. C'est-à-dire que cet accident m'a rendu vulnérable. J'ai senti que j'étais vulnérable, et on dirait que mes cicatrices ont libéré quelque chose qui était au fond de moi, et que peut-être j'aurais pas écrit certaines des chansons que j'ai écrites depuis si j'avais pas eu cet accident. Et puis il y a eu cette grande blessure de cette disparition de cette femme, qui a été ma plus grande blessure d'amour et qui s'est jamais cicatrisée, parce que c'est un amour qui avait un an, quoi. Et il est resté dans une fulgurance, et il y a beaucoup de chansons qui lui sont, je pense, encore adressées, car c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Alors, je peux rappeler aussi, pour ceux qui n'ont pas connu cette période, qu'à l'époque, c'est un jeune interne qui va s'occuper de vous. Vous arrivez comme ça aux urgences, effectivement, complètement brisé. Et il y a un jeune interne qui a votre âge à l'époque, qui va s'occuper de vous jour et nuit. Il ne rentre pas chez lui, il reste à vos côtés, il s'occupe de vous, il vous sauve la vie. Et je crois que cet homme-là, vous avez beaucoup de choses à lui dire. Il s'appelle Jean-Jacques Sacco. Docteur Jean-Jacques Sacco. Ben oui, effectivement. Il est avec vous. Bonsoir. Merci, pardon. Bonsoir, merci d'être venu, merci. Installez-vous. Alors Serge, Jean-Jacques Sacco, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vu? Parce que vous êtes quand même resté un peu en contact depuis l'accident. Allez-y. Oui, le contact a été maintenu longtemps, mais à sens unique. C'est-à-dire que après avoir eu Serge dans mes soins, Serge est parti pour son long calvaire que j'ai suivi pas à pas avec quelques autres amis de l'hôpital. Et un beau jour, alors que j'étais toujours à l'hôpital, mais installé à mon cabinet à Aix-en-Provence, j'ai reçu un des premiers disques de Serge, ce qui m'a fait chaud au cœur, Serge. Ce disque était dédicacé, bien sûr, et j'ai reçu pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années tous les disques de Serge, dont un qui m'a beaucoup touché, où Serge parle du cœur de 20 ans, et où j'ai chaque fois pu évoquer les jours et les nuits qu'en somme nous avons passé tous les deux ensemble dans cette salle de l'hôpital d'Aix. Et est-ce qu'on peut préciser aussi qu'à l'époque, on ne savait pas trop si vous alliez remarcher? Je crois que vous posiez des questions aussi sur votre voix. Même on était persuadé que je ne remarcherais pas. Ah oui. Quand je suis arrivé à Cochin à Paris, le chirurgien m'a dit, écoutez, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Il m'a dit, vous remarcherez peut-être suffisamment pour la vie courante, mais vous ne pourrez jamais remonter sur scène, donc il faut que psychologiquement, déjà, vous vous prépariez à ça. Je lui ai dit, regardez-moi bien, docteur, je lui ai dit, non seulement je remarcherai, mais je serai vedette et je serai à l'Olympia, j'ai dit. Et... Ça, c'est vraiment Serge Lama. C'est vrai. Il y a eu un lien quand même très particulier qui s'est tissé entre vous deux. Il y a eu un lien que j'ai gardé dans mon cœur, si on peut dire. Et j'ai été frappé et extrêmement ému par non seulement la volonté et le courage de ce jeune homme de 20 ans, mais également par, comment dirais-je, sa maturité. Et je pense que c'est la conjonction des deux, la maturité d'une part et le courage d'autre part, qui ont fait que Serge, en plus qui était costaud, solide, a pu s'en tirer au-delà de nos espérances. En tout cas, merci d'avoir fait le chemin depuis Aix-en-Provence. Vous avez eu l'occasion ce soir de témoigner, justement, de dire tout ça, toutes ces choses que vous aviez envie de dire à Serge Lama depuis si longtemps. Merci, vous êtes aujourd'hui un médecin retraité à Aix-en-Provence, sous le soleil d'Aix. Merci encore, merci, et je pense que Serge aussi aura beaucoup de choses à vous dire tout à l'heure dans les coulisses de l'émission. Merci. Serge Lama en duo avec Lara Fabian. Lara, c'est votre grande copine. Vous la défendez quand on l'attaque?
Oui, je la défends quand on l'attaque parce que je trouve qu'elle chante très bien. C'est une des rares chanteuses actuelles qui a des tripes. Bon, elle a du caractère, ce qui est plutôt une qualité, je trouve, à la fois chez un homme et chez une femme. Oui. C'est vrai, je la défends, oui. Serge Lava, Inès de la Fressange, on en est à 4-2. 4-2 pour l'équipe de Serge. Donc c'est l'équipe de Serge qui gagne. Inès de la Fressange, vous n'êtes pas trop déçue? Bravo! Mais ce n'est pas fini. J'ai encore une petite question à vous poser. C'est la question traditionnelle que je pose à tous les invités en fin de semaine. Essayez, c'est un petit jeu, hein, vraiment, il n'y a rien à gagner. Essayez de deviner qui seront nos invités la semaine prochaine. Est-ce que cette petite photo vous rappelle un visage? Je sais que vous l'avez connu en plus, Serge, mais bon, c'est vrai qu'on la reconnaît peut-être pas très bien. On reconnaît son regard. Ah, si, ça me dit quelque chose. Serge, vous la connaissez pourtant. Oui, mais sûrement, oui. Mais... Marlène Jobert. Ah oui. Notre deuxième invité. Là, c'est vraiment une question piège. Je crois que c'est je sais qui c'est. très difficile de trouver, mais vous avez deviné, vous l'avez entendu. Il n'a pas changé, c'est le Pas même. du tout. Les petits plis, là, sur Vous l'avez le reconnu? côté. Ben, je crois que c'est David Douillet. À ses fesses, vous l'avez reconnu à son petit derrière. C'est Pierre Perret qui sera notre invité. J'aimerais terminer cette émission en citant donc de nouveau le livre que vous avez écrit en collaboration avec Marianne Mérès, Profession mannequin, où on apprend beaucoup de choses, non seulement sur ce métier qui fait rêver beaucoup de jeunes filles, parfois à tort, parfois à raison. Vous parlez aussi de votre carrière, femme d'affaires, de votre passion, votre famille, les enfants. Et vous avez parfois même des mots assez durs sur les femmes justement qui n'acceptent pas leurs rides, qui ont recours à la chirurgie esthétique. Comment on a un expert? Non, je suis indulgente, mais en même temps, je me dis que parfois, il y a un terrain psychologique qu'il faudrait consulter, faire avant d'attaquer le bistouri. Parfois, elles n'en ont pas vraiment besoin, elles ont juste des angoisses. Comme on a un expert justement en séduction et en femmes, on va lui poser la question. Vous aimez les femmes donc plutôt nature, comme Inès, ou plutôt silicone ici Non, non, pas du tout. C'est la vérité. Il y a la vérité, mais c'est vrai pour les hommes aussi. D'ailleurs, hein, moi, j'ai rien touché à mon visage. Gabin n'aurait pas touché son visage. Ventura n'aurait pas touché à son visage. Montand n'a rien touché. Je crois qu'il faut accepter ce qu'on est parce que tout ce qu'on a sur notre visage, eh ben, c'est notre vie. Et quand on voit le résultat chez Inès, ben, on trouve qu'elle a une belle vie. C'est vrai que c'est une belle vie. C'est une belle vie aussi que la vôtre. Et je rappelle donc cette date importante du 11 février 2003. Vous serez à Bercy pour fêter vos 40 ans de carrière. Je rappelle que votre disque est sorti chez Warner. Et on va peut-être se quitter en chanson, non? Pour passer un bon week-end avec peut-être une de vos dernières chansons, Rien ne vaut vous. On va essayer de la garder en tête justement comme ça tout le week-end pour passer quelques moments en musique avec vous.